ce que font les apprenants, c'est qu'en classe, ils écoutent l'enseignant qui leur explique des notions théoriques, des choses à savoir, donc ils prennent des notes ou ils écoutent patiemment et tout. Et une fois rentrés à la maison, ils doivent faire des exercices, c'est-à-dire appliquer ces notions qui ont été expliquées en cours. Puis là, c'est où ça se gâte, puisque les étudiants sont seuls face à leurs exercices et souvent ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à les faire et ils n'ont personne pour les aider. Donc, la personne qui a réfléchi un peu à ça s'est dit c'est quand même dommage que justement pendant ce temps-là, cet instant où l'apprenant il est seul face à ses exercices, il n'est pas quelqu'un pour l'aider, c'est-à-dire l'enseignant. Donc on inverse tout ça. Cette partie-là où finalement l'apprenant il est inactif, il écoute et tout, finalement l'enseignant il n'apporte pas grand-chose, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc ça on va le lui donner avant la classe, comme ça il peut le faire tout seul, qu'il écoute une vidéo où l'enseignant, finalement ça n'a pas grande différence. Mais par contre, on va privilégier le temps libéré comme ainsi en classe pour faire des activités en groupe ou seul, où justement l'enseignant il va changer de posture et il va plus devenir quelqu'un qui transfère le savoir, mais ça va être quelqu'un qui va accompagner les élèves. Donc il va les coacher, il va les motiver, il va leur expliquer s'il y a un petit souci sur les exercices, il va leur proposer des activités, etc. Donc il est là, il n'est plus en tant que transmettant du savoir, mais il est vraiment là en accompagnant. Donc c'est une nouvelle posture pour lui, mais c'est très intéressant. Et puis, on voit, voilà, l'élève il repart, il est tout content. Voilà. Mais en tout cas, disons que pour lui, ici, c'est plus intéressant parce qu'il est actif. Il fait des choses concrètes, il applique ce qu'il a vu avant le cours, alors que là, il est vraiment passif et voilà, c'est moins intéressant pour lui. Donc, ce modèle de classe avancée est intéressant parce que justement, on recentre l'apprenant au milieu de l'enseignement. Et puis, étant donné que l'enseignant, il fait un peu le tour des élèves et tout pour pouvoir leur répondre à leurs questions, les stimuler, tout ça, les coacher, ben, on répond plus aux besoins individuels de chacun. Donc, c'est plutôt bien. Donc, la classe inversée, en général, on vous la présente ainsi. Le problème de cette vision, c'est que finalement, on gagne un peu, mais pas tant que ça. Ce qu'on va gagner, c'est pouvoir libérer du temps en classe pour faire des activités, mais au final, la transmission du savoir, elle est juste un peu déplacée. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'enseignant qui la fasse, c'est un média. Voilà, que ce soit des lectures, une vidéo, un truc comme ça. Mais du coup, on reste toujours dans un modèle transmissif. Alors, l'étudiant, ou l'élève, pardon, acquiert une certaine autonomie parce qu'il est chez lui, il peut acquérir les notions au rythme où il veut, et puis revoir quand il veut, etc. Mais on reste toujours quand même dans un modèle transmissif. Du coup, Marcel Lebrun a essayé de compléter un peu ce modèle basique en décrivant plusieurs niveaux de classe inversée qui sont de plus en plus complètes et qui vont répondre de plus en plus aux besoins des élèves. Donc, le niveau 1, c'est ce que je vous ai présenté. Donc c'est vraiment à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On visionne ou on a des lectures à faire sur les notions. Okay? Et puis en classe, on va faire des activités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le niveau, la méthode déductive, je vais y arriver, déductive, pardon. Alors ça redonne un sens à la présence, c'est ce que je vous disais, mais on reste toujours sur du transmissif. Donc on va essayer d'améliorer ça en proposant des activités un peu plus intéressantes ou qui apportent plus de valeur à la maison. Donc on va demander aux apprenants de faire des recherches, de préparer des présentations, des exposés, de faire eux-mêmes des petites vidéos, etc. Donc on va leur demander de faire un travail qu'après ils vont pouvoir présenter en cours. Donc leurs exposés, ils vont les présenter. Les recherches qu'ils vont faire, on va débattre là-dessus, faire des évaluations par les pairs, etc.
Donc là, on voit qu'à la maison, on y a gagné parce que l'étudiant ou l'élève, il est vraiment acteur, c'est lui qui va rechercher l'information, il ne fait pas juste que regarder la vidéo ou que lire. Donc il est vraiment acteur de son apprentissage. Et puis, du coup, voilà. Le problème, ce qui est toujours un problème, dans cette méthode-là, c'est que les élèves qui ont besoin d'une structure, d'explication et tout ça, ils ne l'ont pas. Donc souvent, c'est un manque. Alors, ce n'est pas pour tous, mais en effet, certains sont un peu frustrés parce que, ok, ils font des recherches et tout, mais au final, ils n'ont pas un cours bien structuré à la fin ou avec les connaissances qu'ils doivent acquérir, etc. Donc, j'ai oublié de vous dire, ça, c'est la méthode inductive. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le meilleur des deux niveaux pour en faire un troisième. Donc, on est passé au niveau 3, niveau supérieur. Je vous rassure, c'est le dernier, hein. Il n'y en a pas d'autre. On est arrivé au modèle parfait. Le but, c'est de mélanger le niveau 1 et le niveau 2. Donc, notre activité, elle va être découpée en deux séances ou en deux cours. Première chose, c'est un peu flou. Première chose, on va demander aux étudiants de faire leur recherche. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils vont faire des recherches sur des notions, etc. Le but, c'est d'introduire la séance d'après qui se fera en cours, qui est donc la production, là il y a écrit production, et présentation, je ne sais plus, je vous dis, présentation, pardon. Donc là c'est la présentation, donc toutes les recherches qu'ils ont faites ici, ils vont les présenter, où il va y avoir des débats, des discussions, etc. Mais on ne va pas en rester là parce que je vous rappelle que ça c'est le niveau 2 et que ce qui manquait au niveau 2 c'était la structure. Donc, suite à ça, on va avoir de nouveau à la maison la partie théorique du niveau 1 qui va être fournie. Le but, c'est que ce qu'ils ont commencé à appréhender ici, les notions qu'ils ont trouvées par eux-mêmes et tout, elles vont être précisées, complétées par ce qu'on va leur donner à la maison sous forme de vidéo, de lecture, de ce que vous voulez. Donc, ça va être complété de cette manière et comme ça, ils savent clairement quelles sont les notions qu'ils ont à connaître. Ici, là, souvent, des fois, ils sont un peu perdus. Donc, voilà. Donc là, on précise, on reprécise et on complète. Okay. Et puis, toutes ces notions-là, la fois d'après, en cours, ils vont l'appliquer. C'est la partie pratique. Ils vont l'appliquer et la mettre en pratique sous forme d'exercices, d'activités de groupe, d'études de cas, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 niveaux définis par Marcel Lebrun. Et donc, il nous conseille de faire celui-ci parce qu'il est assez complet. Et puis, normalement, on arrive à contenter tous les étudiants parce qu'on a ceux qui aiment bien faire la recherche trouvée par eux-mêmes et tout. Et puis, ceux qui ont quand même besoin d'un peu de structure et voilà, un peu quelque chose de plus pour consolider tout ça. Alors, je vais juste terminer là-dessus. Donc, on se rend compte, en fait, quand on reprend la taxonomie de Bloom, qui est un peu, c'est pas la vraie, mais on va dire que c'est à peu près pareil, que là aussi il y a inversion. Avant, dans les cours traditionnels, tout ce qui était activité ou tâches de haut niveau cognitif, on les laissait pour la maison. Alors que c'est celle-là les plus importantes. C'est là où l'élève il va acquérir le plus de choses, le plus de compétences. Donc, on inverse. Toutes ces activités-là qui finalement sont de bas niveau, on va les laisser pour la maison. Et toutes celles-ci, qu'on faisait avant à la maison, on va les faire en classe. Voilà, sous forme d'activité, on l'a vu, et de travail en groupe. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, j'en ai parlé déjà un peu dans la présentation de la classe inversée, on utilise beaucoup la vidéo comme support de classe inversée, comme outil de classe inversée. Ça va nous permettre plein de choses, de transmettre les notions théoriques, de faire des activités aux étudiants, aux élèves, etc. Donc, pourquoi utiliser la vidéo? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de classe inversée.
C'est aussi un outil qui est très apprécié, alors par les plus jeunes, je ne sais pas, mais en tout cas par les adolescents, puis après quand ça monte dans l'âge. Maintenant, ils adorent regarder des vidéos sur n'importe quel support et ils ont même tendance à privilégier ça par rapport à d'autres fonctions d'Internet. Maintenant, quand ils font une recherche, ils vont plus chercher sur Google, ils vont chercher sur YouTube directement. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent pour eux, la vidéo. Donc c'est pas mal qu'on se serve de ça pour pouvoir leur transmettre quelque chose. Ensuite, comme je le disais, ça permet de rendre l'étudiant acteur de son apprentissage. Il a la vidéo à disposition, il peut la regarder quand il veut, le nombre de fois qu'il veut. Il peut la découper en petits morceaux, revoir une partie s'il n'a pas très bien compris, s'en servir une nouvelle fois pour les révisions, etc. Donc vraiment, c'est à sa disposition et il est autonome dessus, il en fait vraiment ce qu'il veut en fonction de... Voilà. Et puis... oui, et puis on peut lui demander aussi de faire des vidéos lui-même, de faire des vidéos. Donc du coup, il sera encore plus acteur parce que c'est lui qui va créer la vidéo et acquérir des notions de cette façon. Et puis ça nous permet aussi de varier les méthodes et les approches. Je vous rappelle que les apprenants sont attentifs de façon très courte et du coup, le fait de changer comme ça les supports, de passer de travaux de groupe peut-être à une vidéo, puis après on fait un peu de théorie, puis après autre chose, je ne sais pas. Bah, voilà, ça nous permet un peu de garder comme ça l'attention. Par contre, il faut bien faire attention. Utiliser la vidéo, c'est très bien, mais pas pour les mauvaises raisons. On ne va pas faire ça parce que c'est le truc à la mode en ce moment, les élèves ils aiment bien, ou bah, ça nous enlève la corvée de faire des cours magistraux, du coup on donne une vidéo. Non, il faut vraiment que ça fasse partie de quelque chose de mûrement réfléchi, qui fait partie de notre démarche pédagogique et qui va permettre d'atteindre les objectifs d'apprentissage. Donc il faut que ça soit quand même mûrement réfléchi. On ne va pas se dire, allez, tiens, je vais faire une vidéo parce que c'est plutôt fun. Non. Voilà. Donc il faut que ça fasse partie vraiment de notre démarche pédagogique. Oh, pardon, excusez-moi. Du coup, pour ça, vous avez à disposition plusieurs formes de vidéos, plusieurs types de vidéos. Je vais vous en présenter 3. Donc il y a les vidéos de présentation, les vidéos de démonstration et celles d'illustration. Pour chacune, je vais vous expliquer un petit peu à quoi elles servent, dans quel cadre on va pouvoir les utiliser, et puis je vais vous donner des petits exemples. Alors, on va commencer par la vidéo de présentation. Donc, à quoi va servir la vidéo de présentation? Alors, avant le cours, on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses. La première, ça va nous permettre de présenter tout ce qui est notion théorique. Donc expliquer un concept, etc. Souvent, ça va vraiment remplacer le cours qu'on faisait en classe, le cours magistral ou les explications qu'on donnait en classe. Ensuite, ça va aussi servir à susciter la curiosité, à questionner. On va pouvoir s'en servir de base pour après lancer un débat ou des discussions en cours. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça peut aussi être utilisé pour introduire des recherches après qu'on va demander, vous savez, là dans le niveau 3 de la classe inversée, on fait des recherches et tout ça. Donc ça, donner une vidéo, ça peut être une base pour après demander de faire des recherches pour approfondir ce qu'il y avait de présenté dans la vidéo. Voilà. Ensuite, après le cours, ça va nous permettre de soit résumer ce qu'on a fait en cours, soit compléter des notions qu'on a vues. Donc souvent, on va survoler ou des choses comme ça, ou on va, grâce à ça, compléter avec une approche professionnelle. Si vous présentez une notion, ça vous permet de dire, voilà, ok, maintenant je vous donne un interview d'un professionnel qui illustre justement ce qu'on a vu et les activités qu'on a faites. Et puis, on peut aussi donner des vidéos pour carrément corriger les activités qui ont été faites en cours. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça, ils aiment bien souvent, parce que ça leur permet de les réutiliser pour réviser les examens. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, quelle forme
va prendre cette vidéo de présentation, des présentations bien sûr, c'était pas très compliqué jusque-là. Donc on peut faire très simple, par exemple juste filmer le PowerPoint qu'on utilisait habituellement en cours, le filmer puis avec notre voix dessus et tout. Moi je suis pas trop pour ça parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose. Mais pour commencer et mettre en place des petites vidéos pour sa classe inversée, c'est pas mal. C'est une bonne introduction, ça nous permet de nous habituer et tout. Après, on peut faire des présentations un peu plus évoluées ou faire des choses type présentation télé, si vraiment on a de l'imagination et tout. C'est assez original et ça plaît aux étudiants. Ça peut être sinon des petites animations, donc comme une sorte de dessin animé qui présente des notions. Donc ça plaît beaucoup au public plus jeune et tout, même grand. Et sinon, je vous parlais de compléter les notions ou approfondir. On peut donner des vidéos de conférences qui ont été réalisées ou, voilà, et qui vont permettre de compléter comme ça. Alors, j'aurais dû les préparer à l'avance. Je ne sais pas si je vais avoir. Alors, oui, d'accord. J'ai 2-3 petits exemples de vidéos à vous présenter. Alors, je vais juste vous expliquer. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite avec un collègue de travail qui est aussi le responsable de la filière informatique à la Haute École de Gestion. Puis c'était dans le cadre d'un cours sur les projets ERP d'entreprise, bref. Donc on a fait ça sous forme d'interview. Donc on a l'assistante qui vient nous interviewer comme si on était des grands professionnels de la matière. Par contre, je ne sais pas si on a le son. Oui. Voilà. Donc là, elle introduit le sujet. On est dans les locaux. Le logiciel ERP du module 613. Nous allons rapidement revenir sur les éléments spécifiques d'un logiciel ERP. Analyser le processus d'implantation de ce type de logiciel. Donc voilà, et après en fait, excusez-moi, je vais avancer, je ne vais pas vous tout vous montrer. Hein. Hop. Voilà. Donc, et après voilà, ça se passe comme sous forme d'interview. Voilà, alors le but en fait de cette vidéo, c'était vraiment d'expliquer des notions qu'après on a utilisées en cours, etc., sous forme d'un petit interview. Donc elle m'interviewe moi, puis après mon collègue, etc. Donc elle pose des questions, c'est interactif et tout, etc. Donc voilà, donc c'était ça, faire ça, ou simulation d'interview pour faire un peu original. Et puis l'autre petite présentation que je voulais vous montrer, c'est une animation qui est faite avec un petit logiciel et qui explique la classe inversée. En fait, c'est une vidéo qui a été faite pour expliquer la classe inversée aux élèves et leur dire pourquoi l'enseignante veut la mettre en place. Donc c'est pareil, je ne vous la passe pas entière, hein, c'est juste pour vous montrer des exemples. Donc le but, voilà, chaque fois on explique des choses avec des petites animations. Voilà, du coup, hop, je mets ça en pause. Donc ce genre de choses, ça peut être donné par l'enseignant, fait par l'enseignant, ou alors vous les trouvez, moi la vidéo que je vous ai montrée là, je l'ai trouvée sur YouTube, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc vous pouvez trouver des vidéos très intéressantes, alors après il faut être sûr de la qualité et tout ça, mais il y a des choses qui sont très bien, qui existent et qui sont à disposition sur Internet. Donc vous pouvez les faire vous-même si vous avez le temps et que vous avez envie de le faire. Puis c'est aussi très intéressant de les faire aux élèves. C'est-à-dire qu'une présentation, un élève peut la faire. Il va pouvoir présenter une notion, on lui demande de présenter une notion. Et puis après, je sais que ça se fait pas mal. À Genève, on a une école d'hôtellerie et de restauration et ils font beaucoup ce genre de choses. Ils se filment ou ils expliquent comment faire une recette, ils expliquent
quelle est la notion de diabète, des choses comme ça. Donc ça, les étudiants aiment bien parce que ça leur permet vraiment de s'investir, il faut un truc créatif et tout. Et puis, ils apprennent, c'est très intéressant, parce qu'ils apprennent en faisant cette présentation. Ils acquièrent eux-mêmes les notions, donc par le fait qu'ils doivent vraiment expliquer quelque chose. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Puis, ils sont vraiment actifs, donc ils aiment bien. Voilà, puis ils peuvent faire aussi des petites animations, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, quel est l'intérêt de mettre en place une vidéo de présentation? Ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà de libérer du temps en classe pour faire des activités, des choses qui soient plus intéressantes, on va dire. Ça je l'ai déjà dit aussi, ça va développer l'autonomie des étudiants parce que ils sont seuls face à la vidéo, ils décident un peu quand ils veulent la voir, ce qu'ils veulent en faire. Et ça rend dans le cadre où c'est eux qui font la vidéo, ça va les rendre vraiment acteurs parce qu'ils vont devoir reformuler les notions, les expliquer et il n'y a rien de mieux pour apprendre que de faire ça. Ce que j'entends aussi par acteur, c'est que souvent on conseille que les vidéos on les donne avec un petit questionnaire, avec des choses comme ça, qu'ils n'aient pas seulement à la regarder parce qu'ils sont passifs et ils s'ennuient au bout d'un moment. Donc on va l'agrémenter d'un questionnaire, donc pareil ça va les rendre actifs. Vous, ça va vous permettre de vérifier s'ils ont bien compris la vidéo ou de vérifier qu'ils l'ont bien regardée, etc. Alors, après on a la vidéo de démonstration. Donc, pareil, on peut la fournir avant le cours pour présenter des notions pratiques. Donc, ça va être expliquer étape par étape ce qu'il faut faire ou faire une démonstration, par exemple dans le médical, faire une démonstration de soins ou pareil dans la restauration, expliquer comment faire une recette, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, faire une démonstration pratique des notions à acquérir. Voilà. Donc c'est tous les gestes, on va montrer tous les gestes qui sont à réaliser. Ça peut être, je le détaille après. Okay. Et puis après le cours, ça va permettre dans ce cas-là, comme c'est de la démonstration, de corriger des activités qui ont été faites en cours. Donc pareil, si vous avez fait une activité, ça va, on va leur dire, ok, cette activité-là, il aurait fallu la réaliser de telle façon, ou il aurait fallu faire telle chose, et puis comme ça ils peuvent avoir une correction. Donc les formes démonstration, donc ça va être un petit film par exemple qui montre l'enseignant en train de faire une manipulation ou une action. On peut avoir des tutoriels ou des captures d'écran. Moi je donne des cours en informatique, je filme souvent mon écran parce que j'explique ce qu'ils doivent faire sur l'ordinateur, etc. Donc ça peut être très pratique aussi. Puis ils peuvent du coup le faire chez eux. Alors pareil, là j'ai encore des petits exemples. Alors, hop, ça c'est un petit tutoriel vidéo. Ça marche, oui. Alors c'est typiquement, ça c'est moi qui l'ai réalisé. C'est typiquement en fait ce que je donne dans les cours d'Excel. Donc ils ont, je leur explique ce qu'ils auront à faire. Voilà, pendant la vidéo. Je vais vous présenter ces notions sur la base d'un exemple qui se trouve dans le fichier Excel de support de cours. Alors, comment utiliser la fonction équive? Équive va nous permettre de rechercher une valeur dans une matrice. Donc, la matrice, ça sera... Donc, le but, en fait, c'est je leur fournis le fichier d'exemple avec, et puis ils doivent réaliser l'exemple en même temps. Comme ça, ils font déjà une première pratique, une première application tranquillement chez eux. Ils peuvent la refaire autant de temps qu'ils veulent. Donc voilà, donc je leur explique un petit peu comment on l'utilise. Et les paramètres qui me sont demandés, c'est quelle est la valeur que l'on recherche. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire avec tout. Dans quel ensemble de cellules, dans quelle matrice. Je reviens un petit truc. Après, vous avez possibilité de faire des démonstrations un peu décalées. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une école de soins hospitaliers de Paris. Et ils font ça en fait à la façon des recettes des recettes de cuisine de la chaîne 750 grammes. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc elles ont fait de la même façon.
Bonjour Lys. Bonjour Amélie. Alors aujourd'hui, dans l'atelier de Lucie Foch, nous allons vous présenter un classique du quotidien de l'infirmière, la préparation d'injectables dans une poche de perfusion. Alors bien sûr, au préalable, on aura vérifié la prescription médicale, fait son calcul de dose en ayant fait le calcul de débit et nettoyé son plan de travail avec des gants pour protéger vos mains et un nettoyant de surface. Alors Lys, de quel matériel avons-nous besoin? On va avoir besoin bien sûr de la poche de C'est comme pour les cuisines, la cuisine, hein, on a la tubulure auquel on va connecter. Donc aujourd'hui on a pris un antibiotique en poudre que l'on va diluer avec de l'eau pour préparation injectable, une aiguille de gros calibre, une seringue de 10 ml, des compresses non stériles, un plateau, l'antiseptique alcoolisé, un conteneur au PCT, un haricot. Et après, pas la solution hydroalcoolique. Un peu. En même temps que l'on prépare son matériel. Voilà. Et après, ils expliquent ce qu'elles font. Ensuite, je mets l'antiseptique donc sur l'embout. Je vais connecter ma tubulure. Voilà. Sur. Voilà. Elle démontre à chaque fois les gestes qu'il faut faire, etc. Combien de temps pose Lys l'antiseptique? 30 secondes. 30 secondes. Voilà, c'est cool. Bien faut le faire à l'avance pour pouvoir avoir le temps nécessaire voilà. pour que ce soit. Alors, oui, cette vidéo, j'apprécie. Donc, ce genre de vidéo, faire des fausses interviews et tout ça, c'est plutôt sympa parce que c'est décalé et du coup, les apprenants, ils sont plus attentifs parce qu'ils trouvent ça assez marrant et tout, c'est plus, voilà. Donc, on arrive à mieux capter l'attention du public. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Ah oui, ça c'est une démonstration qui a été faite par des étudiants eux-mêmes. Donc c'est justement l'école dont je vous parlais là de restauration et hôtellerie. Donc là c'est comment on ficelle le poulet. Je sais pas, ça doit avoir un nom spécial, mais je ne connais pas. Ficelage. Donc ça c'est tout simple, ils ont pris un téléphone, il y en a un qui fait la manipulation et l'autre il le filme juste. Il y a un peu des difficultés avec les maths. Enfin, voilà, donc ça c'est plutôt sympa à faire pour les apprenants. On peut faire ça à n'importe quel âge parce que vraiment ça ne demande pas de matériel, il y a juste besoin d'un petit téléphone. Voilà, ils ont fait un petit montage parce qu'ils ont rajouté les commentaires et tout, mais c'est tout simple. Et ça, vous voyez, c'est très court. Et puis, ils n'ont pas eu de formation là-dessus, c'est-à-dire que les enseignants leur ont dit « Ok, vous devez filmer le ficelage du poulet » et puis hop, ils se sont lancés dedans. Donc voilà, donc et a priori ça a eu un très fort succès. Voilà, donc hop là. L'intérêt de faire appel à des vidéos de présentation dans son cours, ben, on retrouve les trois premiers intérêts. Et puis, l'avantage que ça a aussi, c'est que l'élève, il peut effectuer une première application tout seul chez lui. C'est-à-dire que soit il a, comme moi, là où je donnais un fichier Excel et puis il pouvait faire l'exemple pareil. Par exemple, dans le ficelage du poulet, ben, il peut chez lui tranquillement ficeler son poulet et puis s'entraîner plusieurs fois une première fois. Et puis après, du coup, en cours, quand on va commencer à faire des exercices, on va commencer par des choses plus compliquées qu'une simple application. On va demander de leur faire des choses qui demandent de la réflexion, de l'analyse, des choses comme ça. Okay. Donc là, c'est vraiment... Puis c'est bien comme ça, ils prennent leur temps chez eux pour faire leur petit truc. Voilà. Et puis, dernier type de vidéo, c'est la vidéo d'illustration. Donc, le but, là, c'est un peu différent, ça va être vraiment de provoquer la réflexion ou le questionnement pour après faire des discussions en classe où chacun a son petit avis et tout. Donc, on va pouvoir, à partir de ce qu'ils ont vu, créer un débat. Ça peut aussi servir pendant le cours pour illustrer des notions ou des activités que vous êtes en train de faire. Pareil, provoquer la discussion et tout, mais voilà, c'est une bonne illustration. Hein, si on présente, je ne sais pas,
l'expérience d'un professionnel ou quelque chose qui est l'interview de quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans la vie réelle, ça peut être très instructif. Et puis là encore, ça permet de varier les supports en cours. C'est-à-dire qu'on va faire une activité, hop, on montre une petite vidéo qui illustre ce qu'on vient de faire avant, etc. Donc c'est bien, ça dynamise le cours. Et puis après, ça va permettre de compléter ce qu'on a fait en cours ou les notions qu'on a vues avant, justement avec des illustrations par des exemples concrets ou des témoignages de professionnels, etc. Donc le but ici, c'est d'approfondir un peu tout ce qu'on a fait au-dessus. Donc, j'ai un peu parlé, les formes qu'on va retrouver, ça va être des reportages, des témoignages, des interviews. C'est vraiment des choses bien concrètes pour illustrer la théorie ou ce qui est fait. Alors, j'ai une dernière vidéo à vous montrer. Après, c'est fini, il n'y a plus de vidéo. Donc là, c'est pareil, vous allez retrouver mon responsable de filière qui adore faire des vidéos. Bonjour. Donc là, il a fait une vidéo en ville, à Genève, et il a été interviewé des gens. Le but, en fait, c'était que les étudiants aient une introduction au sujet qui allait être vu après en cours, et qui se questionnent sur des choses qui étaient dites par les passants, justement. Donc là, il introduit le sujet. Je vous demande de lire 3 articles pour la semaine prochaine. D'abord, un article avec un titre un peu provocateur. La vie privée serait-elle un problème de vieux con? En fait, c'est une analyse sur la gestion désinhibée de l'identité numérique par les digital natives et qui fait une comparaison avec la liberté sexuelle, la révolution sexuelle dans les années 60. De nombreuses... Alors, je vais juste avancer à la partie... Alors ça, c'est une autre enseignante qui explique un sujet. Est-ce que c'est vrai l'histoire qu'on raconte sur vous sur Google? C'est bien fort possible. Vous avez déjà été regarder ce qu'on dit sur vous sur Google? Absolument pas. Non, c'est une chose intéressante. Vous devriez, parce qu'on s'est aperçu qu'on parle de tout le monde sur Google et souvent on ne maîtrise pas vraiment cette situation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. T'as déjà été regarder ton nom sur Google? Oui, je crois. Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé mon Facebook, Voilà. mon Instagram et mon SoundCloud. Ouais, excellent. Et tu savais qu'on raconte plein de choses sur vous sur Google? J'imagine. C'est vous qui l'y avez mis ou bien? Non, je crois que c'est les autres. Ouais. Et ça vous dérange pas? Écoutez, ça me fait un petit peu peur là maintenant que vous le dites. Vous avez appris quelque chose il y a 30 secondes. Là. Donc voilà, donc ça peut être sympa aussi. Ah, je vais le mettre sur pause. Ça peut être sympa aussi parce que vous voyez, il y a des bonnes réflexions qui fait que ça va pousser aussi à la réflexion les élèves en se disant oui, c'est vrai que moi aussi, peut-être, voilà. Le but c'est ça, c'est ok, qu'est-ce que en pensent les gens, et puis après on va en débattre en classe et tout. On peut aller interviewer de la même façon des professionnels sur leur lieu de travail, etc. Donc les interviews, ça peut être très sympa. Et puis surtout, ça peut être fait par les étudiants eux-mêmes. Ça peut faire partie d'un travail où ils doivent aller interviewer des gens et en tirer une réflexion et des constats, des conclusions. Voilà, je reviens là. Donc là, donc je le disais, ça va permettre de varier les supports si vous utilisez la vidéo d'illustration pendant le cours. Donc comme ça, on fait un petit peu de tout et puis on garde les étudiants attentifs. Et ça donne un apport concret. Là, vous voyez, on va interviewer les gens dans la rue. Bon, on sait un peu que les gens ne font pas trop attention à leur image qu'il y a sur Internet et tout. Donc on va pouvoir en discuter. Voilà. Et puis on peut avoir comme ça... un professionnel qui nous parle de ce qu'il fait, voilà. Donc, suite à tout ça, je vais vous parler un peu de quelques conseils de bonne pratique. Donc, ce que je conseille dans le cadre de la classe inversée, c'est déjà de commencer en expliquant sa démarche aux apprenants. Alors, si vous faites juste un cours, c'est pas grave, ça c'est pas la peine d'expliquer. Mais par contre, si vous changez toute l'année ou tout le cours en classe inversée,
et qu'ils n'ont pas l'habitude, ça va vraiment les déstabiliser et ils vont peut-être pas adhérer du tout parce que ça change vraiment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Par contre, si vous expliquez pourquoi vous mettez ça en place, quel intérêt ils vont en tirer, ce qu'ils vont faire tout au cours de l'année, les activités qu'on va leur donner, que ça va être intéressant, ça va être ludique, etc., bah, ils vont comprendre pourquoi on change leur habitude et ils vont être plus à même à aller dans votre sens et à faire les activités en dehors de classe, à participer aux activités de groupe, etc. Par contre, si on leur change du jour au lendemain leur habitude d'élèves, bah, vous allez les perdre, ils ne vont pas vouloir faire le travail, et voilà, parce que c'est pas ce qu'ils font normalement. Après, pour vous, ce que je conseille aussi, c'est de commencer progressivement. Changer tout son cours, ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'heures. Et voilà. Alors, si vous avez le temps, tant mieux pour vous, faites-le. Sinon, c'est bien de faire petit à petit. Donc, on fait quelques notions, quelques cours comme ça, puis l'année d'après, on complète, et puis etc. Et puis après, on arrive à quelque chose de satisfaisant et complet. Mais c'est bien de le faire petit à petit. En plus, ça permet de tester des choses, et puis on se dit, ah tiens, ça marche pas, donc je le fais pas, j'arrête. Hein. Alors que si vous avez fait tout votre cours sous cette forme-là, vous êtes obligé de tout refaire, donc voilà. Et puis ça fonctionne bien, donc tiens, je vais le garder, puis je vais faire mes autres cours un peu sur ce modèle-là. Souvent, ce qu'on se demande, c'est est-ce que les apprenants, ils vont faire le travail qu'on leur demande en dehors de la classe? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont lire ce qu'on leur demande de lire? Est-ce qu'ils vont regarder les vidéos, etc. Parce que ça, voilà, ça leur fait du travail supplémentaire. C'est pas vraiment supplémentaire, mais bref. Est-ce qu'ils vont le faire? Alors, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire, une erreur à ne pas faire, c'est réexpliquer ou représenter tout ce que vous avez donné à faire à la maison. Vous leur avez donné une vidéo à regarder, vous leur avez donné des lectures à faire. Si vous réexpliquez ce qu'il y a dans le livre ou si vous expliquez ce qu'il y a dans la vidéo, ils vont vite comprendre. Ils vont se dire, oh bah, c'est pas la peine que je regarde, de toute façon, demain elle va y réexpliquer, donc ça sera plus simple pour moi. Donc non, on ne fait pas ça. On va demander si oui, il y a des questions, il y a peut-être des petites choses qui n'ont pas été comprises, hein, ça c'est tout à fait possible. Donc réexpliquer ces petits bouts-là, mais réexpliquer la totalité, non, parce que ça ne va pas les pousser à faire leur travail à la maison. Donc on ne refait pas en cours. On va utiliser, par contre, ce qu'ils sont censés avoir vu pour faire des activités, et que s'ils ne l'ont pas vu, bah, ils vont être embêtés parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire des activités. Et ça va les pousser justement à travailler, à préparer leur cours avant. S'ils voient qu'ils sont vraiment, c'est les seuls à ne pas pouvoir faire les exercices dans le groupe ou à participer dans le groupe, ça va vite les motiver à faire leur travail. Oui, rendre les élèves actifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donner une vidéo où ils sont juste devant et ils attendent patiemment que ça se finisse jusqu'à la fin, ça va être, alors même si c'est une vidéo animée et tout, vous allez les garder un peu plus, mais je veux dire, ça ne change pas grand-chose du cours qu'ils ont d'habitude en classe. Ils écoutent, là, c'est pareil, ils écoutent, ils sont devant l'écran, mais ils écoutent, c'est la même chose. Donc, il faut les rendre actifs. Soit on leur propose un questionnaire avec, pour voir s'ils ont bien compris, puis eux, ça leur permet aussi de vérifier qu'ils ont bien compris ce que la vidéo ou la lecture. Hein. Soit on leur demande de faire la vidéo, soit on leur propose des activités en relation avec la vidéo qu'ils ont regardée ou les lectures qu'ils ont lues, etc. Donc il faut vraiment que ce temps-là qu'ils passent à la maison, il faut qu'ils soient actifs quand même. Ensuite, pour les vidéos, il faut limiter le temps de la vidéo. Si votre vidéo elle fait 15 minutes, c'est trop long. Alors c'est dur de faire court, hein. Moi j'ai du mal aussi. Donc on dit que la durée idéale pour une vidéo c'est 7 minutes. J'avoue que j'y arrive pas. Je fais 10 minutes et encore je me fais violence. Hein. Donc voilà, donc faites court, parce que c'est pareil, les élèves, ils vont pas regarder pendant 30 minutes une vidéo, c'est trop long, même s'ils la regardent un petit bout, ça va les démotiver. Alors que si c'est des petites vidéos courtes, même si vous en donnez plusieurs, pour eux, psychologiquement, c'est moins difficile. Ils se disent, oh, j'ai que 2 minutes de vidéo, ça va, même s'il y en a 10, hein, mais non, pas 10 quand même. Mais voilà, psychologiquement, ça passe mieux. Alors que s'ils ouvrent la vidéo et qu'ils voient qu'ils en ont pour 30 minutes, ils vont fermer tout de suite. Ensuite, il faut, alors bon, dynamiser sa vidéo, ça reprend un peu le fait qu'il faut qu'ils soient actifs et tout. Donc,
C'est aussi faire des, comme on a vu là, nos aides-soignantes qui faisaient un truc comme des recettes de cuisine et tout ça, donc ça c'est assez drôle. Voilà, faire des petites choses qui soient dynamiques et où on s'amuse. Et puis aussi, il faut scénariser sa vidéo pour que, pareil, qu'il y ait une logique, que ça réponde bien aux objectifs que vous voulez atteindre. Et voilà. Et voilà, et je vais conclure, j'ai fini, je pense que j'ai fait beaucoup trop long. Donc, la vidéo, alors c'est très bien dans le cadre de la classe inversée. Par contre, je vous conseille de ne pas utiliser que ça et tout le temps ça, parce que pareil, ça va lasser. On fait de la classe inversée pour changer et tout. Faites pas non plus que ça, parce qu'on va retomber sur un truc qui lasse. Donc voilà, on essaye de l'utiliser de temps en temps, de varier avec d'autres supports, voilà. Et puis, donc, comme je le disais, il doit faire partie de la démarche pédagogique, parce que sinon ça va ressembler à rien. Et surtout, que ce soit dans le cadre de la classe inversée ou dans le cadre de la vidéo, il faut que vous restiez dans votre zone de confort. Ne faites pas des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Ça va, les apprenants, ils vont vite s'en rendre compte, vous n'allez pas être crédible, puis vous n'allez pas vous sentir bien, donc c'est pas bon non plus. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise pour qu'on vous filme et qu'on vous voit sur la vidéo, faites pas ça, filmez autre chose avec votre voix en fond. C'est pas grave. J'ai mon responsable de filière qui adore être filmé, donc il est sur toutes les vidéos. Mais c'est déjà un peu plus compliqué pour moi, donc je suis plus rarement. Mais il y a des gens qui adorent ça, se mettre en scène et tout, puis ça fait des trucs super sympas. Mais si vous n'êtes pas habitué à ça, ne le faites pas parce que votre film ne sera pas crédible. Ça se verra, ça se sentira. Donc on évite. Et il y a des moyens de contournement. Donc même dans le cadre de la classe inversée, mettez en place des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et que vous avez peut-être testé avant ou j'en sais rien. Mais il faut toujours être à l'aise avec ce qu'on fait, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non ? Bon. Merci. Merci Sonia. Et puis peut-être que des questions vont arriver petit à petit et que vous aurez envie d'en parler dans les sous-groupes. Donc pendant que tu discutais, j'ai regardé, il y a pas mal de gens qui sont arrivés, donc qui n'ont peut-être pas rempli la feuille de présence. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu passer ces documents, peut-être avant de partir dans les groupes, si vous pouviez passer, soit signer la feuille de présence si vous vous étiez inscrit, ou remplir une feuille d'inscription pour qu'on ait vos données si vous n'étiez pas inscrit sur la liste. Hein, qu'on ait une trace de vous sur un document ou sur l'autre, ce serait vraiment sympa. Alors on va maintenant partir pour un moment de travail, partage d'expérience. Je vous rappelle, on aura ces 4 questions qui vont rester autour de nous. Donc la première, c'est autour de la thématique de la soirée, la classe inversée. Qu'est-ce que je fais déjà, que je pourrais vous présenter en quelques mots dans le groupe, hein, pour rentrer dans cette dimension de partage, ou qu'est-ce que je peux partager. Dans je peux partager, ça pourrait être ce soir. Je vous présente un petit moment, parce qu'il y a un truc que je peux partager, ça peut vous intéresser suite à la conférence ou en complément ou n'importe. Ça peut aussi être, je pourrais partager, mais je ne vais pas avoir le temps, là, en un quart d'heure, puis on est nombreux, alors si jamais, dites-le nous clairement, et puis ça peut être une fois, ben, vous venez, puis vous prenez la place de Sonia, et puis c'est vous qui présentez, hein, on peut se faire comme ça des cycles de, on en reparlera tout à l'heure, mais des cycles de conférences ou des cycles de présentation entre nous, d'expériences, où on se dit là, il y a un truc, ça pourrait être intéressant que l'on mette en commun. Ça, c'est autour de la classe inversée, et puis autour de l'intégration des technologies en règle générale, ou la formation à l'intégration des technologies. De quoi est-ce que j'aurais besoin, moi, dans ma classe, ou dans mon travail de tous les jours, pour pouvoir intégrer les technologies de la manière la plus efficace? Est-ce que j'aurais besoin de formation? Ou au contraire, ou en plus, sur quoi est-ce que je pourrais former quelqu'un? Donc c'est dans la logique de pouvoir mutualiser, mettre en place des formations. Désolé pour le doublon pour ceux qui étaient déjà là au début de la séance. Et puis, dans chaque salle de cours, vous aurez un petit lien comme celui-ci. Alors ce sera géré d'après les animateurs de la salle, soit il y aura un ordinateur, le bimère, ou bien il y a plusieurs personnes se mettront dessus, mais c'est juste un document Google collaboratif qui nous permettra de remplir, de répondre à ces questions sur un seul document, et pour nous ensuite de dépouiller
pour voir si on veut, dans un mois, dans 2 mois, refaire une soirée comme celle-ci, donner la parole à l'une ou l'autre d'entre vous, l'un ou l'autre d'entre vous, pour un partage. Ça joue? Donc, sur les collègues, ce serait bien qu'on soit au moins 2 par salle. Je crois qu'il y a celle-ci, les 2 en face, hein, là-bas. Ah, juste ici, la 110, et puis la 104 ou 102. Donc peut-être... Alors c'est la 104. 2 de chaque, et puis alors 2 formateurs par salle. Et puis pour vous, ben, si j'ai fait le compte, ça devrait faire entre 8 et 10 personnes par salle, pour que l'on puisse avoir de quoi partager, mais quand même aussi le temps de s'exprimer, parce que si on fait ensemble maintenant, ce ne sera pas possible. Hein, on avait un peu pensé qu'on risquait d'avoir cette solution. Je crois que c'est plus sympa de se partager. Puis vous aurez toujours l'accès aux documents qu'on va créer pour aller voir dans notre salle. Quelqu'un serait d'accord de présenter tel truc, je peux toujours le contacter. Bien évidemment. Ça joue comme ça? Alors, on a 3 salles en tout, ça fait 3 groupes d'à peu près 10. C'est bon. Et puis on se retrouve ici, donc ça fait 1 heure d'échange, et puis on se retrouve à 8 heures ici pour ceux qui veulent écouter le petit quart d'heure de présentation de l'association. Et puis autrement, on se retrouvera à 8h15, un tout petit peu ailleurs pour prendre l'apéro. On sent qu'il y a toutes les chaises noires, d'accord. Salut Manel.